Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve comme tous les vendredis à partir de environ 7h, 7h30 du matin pour la review sur l'épisode du Seigneur des Anneaux que je termine à l'instant à 6h pile, 6h du matin. J'étais devant Amazon Prime. Ça y est, j'ai déjà envie d'être à la semaine prochaine. Tellement je me suis régalé. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça y est, ça décolle au niveau de l'action. Là, on ne pourra pas dire qu'il ne s'est rien passé. On ne pourra pas dire que c'est mou. Il y a de l'action et vraiment, il y a du mystère qui s'éclaircit. Alors, il y a quand même encore beaucoup de mystère. Les choses se mettent en place et ça fait très très plaisir. C'était un régal cet épisode. En fait, quand je regarde les épisodes, je suis obligé de regarder au fur et à mesure la durée, tellement j'ai peur que ça se termine, tellement ça me captive. Et quand je vois un événement qui est à peu près, où l'épisode pourrait se terminer, je me dis pourvu que ça ne se termine pas maintenant. Et après, je me dis, ah c'est bon, il reste encore une demi-heure, il reste encore un quart d'heure, il reste encore 5 minutes. C'est vous dire à quel point cette série me rend accro. Et malgré tout, je n'arrête pas de le dire chaque semaine, je me régale sur House of the Dragon, vraiment. Mais je préfère Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Ça n'a rien à voir, les deux séries. Les deux séries n'ont rien à voir. C'est pas du tout le même univers. Ça n'a d'heroic fantasy. Voilà, c'est de l'heroic fantasy, mais c'est très très peu heroic fantasy. House of the Dragon, c'est surtout de la politique fiction avec bien sûr des éléments de fantasy. Là, pour le coup, on est sur de l'heroic fantasy à fond, mais c'est un régal. Franchement, moi je suis comblé. Alors, avant de commencer cette review 100% spoilers comme d'habitude, deux, trois petites choses très rapidement. Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont regardé les deux premières vidéos ainsi que les lives, les deux premières vidéos du Seigneur des Anneaux que j'ai faites sur l'épisode 1 et 2 et ensuite sur l'épisode 3 parce qu'elles ont cartonné. 1200 vues pour la première, 1500 vues pour la deuxième, donc celle de la semaine dernière. Et aussi les lives que je fais le dimanche soir, et il y aura des lives tous les dimanches soirs sur le Seigneur des Anneaux, comme il y a des lives le mercredi sur House of the Dragon. Merci d'être présent, merci pour tous les commentaires respectueux, bienveillants, nuancés, très intéressants. Malgré tout, il y a des commentaires qui sont méprisants, limite insultants, que je supprime et dont je bloque certaines personnes. Il y a une vague de pouces rouges, une grosse vague de pouces rouges sur chacune des vidéos Seigneur des Anneaux parce que j'en parle en bien et il y a des gens qui sont tellement haineux qui ne supportent pas que des gens en parlent en bien. Donc si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'accepte les points de vue différents à condition qu'ils soient nuancés et respectueux, mais je n'accepte pas ni le mépris ni les insultes. Il n'y a aucune excuse là-dessus. Et les gens qui font une fixette avec la couleur de peau, allez voir ailleurs. Il y a d'autres youtubeurs qui sont en train de défoncer la série. C'est pas mon cas. J'en ai marre d'entendre parler de oui parce qu'il y a des persos noirs, la série est mauvaise. Pour moi, c'est pas un argument qui tient la route. Donc stop, c'est bon. À un moment donné, on sait que c'est une série, une libre adaptation pour lesquelles ils n'ont pas les droits sur le Silmarillion, mais uniquement sur les annexes et les appendices. Ils font ce qu'ils peuvent, et ce qu'ils peuvent, c'est déjà très très bien. C'est plus que bien, pour moi, c'est excellent. C'est pas parfait, bien évidemment, il y a des petits défauts. Parfois, dans le rythme, c'est vrai qu'on s'attarde un petit peu sur des choses qui ne sont pas très importantes. On aimerait que ça aille un peu plus vite. Mais franchement, faut arrêter à un moment donné avec cette espèce de déferlement. Et je soutiens Amazon sur le fait qu'ils ont bloqué les commentaires haineux. Ils ont eu bien raison. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ma chaîne YouTube, c'est une extension de chez moi. Et chez soi, on y accueille qui on veut. Mais quand on dit aux gens, tu viens et tu fais comme chez toi, ça ne veut pas dire qu'ils doivent mettre les pieds sur la table et vous pourrir la maison. Ben, c'est pareil, les gens en commentaire. Ils peuvent venir, ils peuvent laisser un commentaire. Mais si c'est irrespectueux, ça dégage. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Pour le reste, je vous ferai une vidéo probablement à la fin de la saison. Une vidéo justement pour répondre aux critiques sur l'incohérence, sur le soi-disant multiculturalisme, sur le progressisme de la série, où il n'y en a pas vraiment du progressisme. Mais voilà, je ferai une vidéo. Qu'est-ce qui est fidèle à l'univers Tolkien? Les différences, est-ce que c'est un sacrilège ou pas? Est-ce que c'est vraiment important de s'arrêter sur des petits détails? Est-ce qu'il y a des choses qui sont gênantes dans la série, qui ne correspondent pas, vraiment pas, ou des grosses incohérences? Tout ça, je vous ferai une vidéo, mais quand la saison sera terminée pour avoir un avis plus complet. C'est beaucoup mieux.
Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, mais qui n'ont vu que les premiers épisodes. Et on ne peut pas critiquer une saison quand on a vu juste 1 ou 2 épisodes. Alors, cette review de l'épisode 4. Il n'y a pas d'intrigue sur les pieds velus aujourd'hui. Et c'est tant mieux, parce que c'est vrai que la semaine dernière, c'était un peu relou quand même. Les pieds velus, c'est l'intrigue la moins intéressante, même si j'aime beaucoup le personnage de Nori et que l'étranger est extrêmement important. Et on va en parler dans cet épisode de l'étranger. Alors, je ne vais pas vous parler de la bande-annonce de l'épisode 5, que j'ai regardé juste après avoir vu l'épisode, qui est déjà dispo sur Amazon Prime. Vous avez la bande-annonce de l'épisode 5. La semaine prochaine, on va voir les pieds velus et on va voir l'étranger. Et ça va être extrêmement important. Au vu de ce qui s'annonce dans cet épisode, ça va être extrêmement important. Mais pour le coup, dans cet épisode, on va s'en concentrer sur 2 choses. Elrond et Durin. Elrond à Eregion avec Celebrimbor et Elrond avec Durin à Khazad-dûm. Durin qui va lui montrer ce qu'il cachait à la fin de l'épisode 2. Et surtout, quasiment toute l'intrigue se passe à Numénor. Et c'est extrêmement important avec la reine Myriel. Qu'est-ce que cachait la reine Myriel? Quelles sont les intentions quelles sont ses intentions à elle? Il y a quelque chose qui va être révélé, notamment le Palantir. Alors hier soir, en plus, il diffusait sur, je sais plus si c'était TMC ou un truc comme ça, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Malheureusement, c'était la version cinéma. C'est pas top, c'est le mieux, c'est la version longue. Mais voilà, le Palantir, donc du coup, ça rappelle des choses à ceux qui connaissent les films. Alors, on commence par l'intrigue avec Elrond et Celebrimbor d'un côté, Elrond et Durin de l'autre. Elrond et Celebrimbor, ce qui est très bon, donc on voit que la tour, la forge commence à être construite, la forge où seront forgés les anneaux de pouvoir, donc le projet de Celebrimbor, même si pour l'instant il ne sait pas qui va faire les anneaux de pouvoir. Et Celebrimbor dit à Elrond, je me souviens que votre père m'avait dit que vous auriez un rôle important dans ma vie. Il lui avait dit ça il y a très longtemps, et donc on voit un petit peu que dans la famille de Elrond, de père en fils, ils ont des dons de vision, ils peuvent sentir, présager un peu l'avenir. Ça, c'est très intéressant. Et après, ça reste une scène comme ça, mais on ne s'attarde pas trop dessus. Et surtout, ça va être Elrond et Durin qui vont parler à cœur ouvert. On sent une vraie amitié entre les deux, mais malgré tout, on sent quand même que Durin est méfiant et il va se confier auprès de son père, le roi Durin III, qui va lui dire que ressens-tu mon fils? Et il va lui dire je sens que les elfes cachent quelque chose. Et il va lui dire va à Lindon et découvre ce que c'est tout en aidant les elfes à préparer leur projet. Et le secret que cachait donc le roi Durin III et son fils Durin IV, ce secret, c'était en fait qu'ils avaient découvert un filon de mithril. Et donc c'est là où on va découvrir le minerai pour la première fois. Elrond va se rendre compte que la princesse Disa, la femme de Durin, et Durin lui cachent dans un premier temps, lui mentent, parce qu'ils ont peur que les elfes soient là pour s'approprier la chose. Et en fait, pas du tout. Elrond, ses intentions sont tout à fait honnêtes. Et après avoir fait un serment, alors c'est intéressant parce que Durin demande à Elrond de prêter serment. Et Elrond prête serment sur Elendil, le seigneur de la mer. On sait très bien que sur son père Elendil ou sur son ancêtre Elendil, on sait très bien que Elendil, c'est pas la même famille que Sauron, enfin que Elrond. Donc je pense que là, Elrond, il a été intelligent et il lui a fait promettre, mais parce que c'était s'il brisait sa promesse, il y aurait une malédiction sur Elrond. Donc en fait, voilà, il essaye d'attirer la confiance de Durin pour que Durin révèle son secret, mais en même temps, il lui ment un petit peu pour éviter la malédiction s'il rompt sa promesse. Et de toute façon, en fait, il n'a pas l'intention, Elrond n'a pas l'intention de voler le mithril. Mais le mithril, le fait de creuser le mithril, qui est un minerai rare, ça provoque des tremblements dans les cavernes de Khazad-dûm. Et je me suis demandé si c'est pas ça qui allait réveiller le fléau de Durin, à savoir le Balrog de la Moria que l'on voit dans Le Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est ça, puisque si j'ai pas halluciné, mais je crois pas avoir halluciné, il me semble qu'on voit le Balrog dans une des bandes annonces. Vous me le direz dans les commentaires, parce que j'ai pas regardé à nouveau les premières bandes annonces de la série, mais il me semble qu'on voit le Balrog dans une des bandes annonces. Enfin, moi, est-ce que j'ai mélangé dans ma tête, mais je crois pas. Mais il me semble qu'on voit le Balrog de Khazad-dûm
dans les bandes annonces, donc on devrait le voir d'ici les 4 prochains épisodes, puisqu'il y a 8 épisodes, on en est à la moitié. Je pense que c'est le fait d'avoir creusé un peu trop profond pour trouver du mithril qui va réveiller le Balrog, et qui sont déjà en train de réveiller le Balrog, d'où les tremblements dans les cavernes. Certains nains ont été ensevelis, finalement ils s'en sortent vivants, tout va bien pour les nains. Mais voilà, les éléments se mettent en place pour le fléau de Durin, à savoir le Balrog, hein, qu'ils surnommeront le fléau de Durin. Donc tout ça est extrêmement intéressant, on fait des connexions, ça permet aussi de faire des connexions avec les films. Passionnant cette intrigue, vraiment, mais c'est pas l'intrigue qui m'a le plus passionné. Moi, ce qui m'a le plus passionné dans l'épisode, c'est Numénor. Et enfin, et on commence l'épisode par ça, la vision de Myriel, et on comprend qu'elle a eu cette vision parce qu'elle regarde dans le Palantir, le Palantiri, comme ils disent, la vision de la submersion et l'inondation de Numénor, qui, et je vous le dis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le Silmarillion, c'est du spoiler ce que je vous dis, mais en même temps, voilà, je vous ai dit, c'est du 100% spoilers, et je vais aussi vous parler du Silmarillion, hein, puisque ça devrait suivre dans les grandes lignes, même si la chronologie a beaucoup changé. Alors, la submersion du Valinor, de Numénor, de l'île de Numénor, va arriver par Eru Ilúvatar, le créateur de toutes choses, qui a créé les Ainur, donc c'est-à-dire les Valar et les Maiar, les anges si vous préférez. Comment ça va arriver? Quand, après que les Numénoréens alliés aux elfes aient combattu Sauron et capturé Sauron, ils ramèneront Sauron dans les prisons de Numénor, et Sauron va devenir le conseiller de Ar-Pharazôn, qui est dans la série, hein, qui est le conseiller de l'intendant. Il va le séduire, il va le tromper, et il va amener Pharazôn à se rebeller carrément contre les Valar eux-mêmes, et à essayer d'envahir le Valinor. Et quand ça va arriver, les Valar vont demander à Eru, le créateur de toutes choses, d'intervenir, et Eru va inonder Numénor. C'est comme ça dans le Silmarillion. Voilà. Donc, Myriel a la fin de cette vision, la fin de cette prophétie, si vous préférez. Elle voit l'ensevelissement par les eaux de Numénor, et elle pense en réalité que c'est en aidant les elfes que ça va arriver. Du coup, elle veut renvoyer Galadriel, mais en renvoyant Galadriel, elle voit les pétales blanches de l'arbre qu'il y a à Numénor, le même type d'arbre qu'il y aura à Minas Tirith au Gondor. Elle voit les pétales qui commencent à tomber, signe d'un mauvais présage, et elle se dit, en fait, il faut aider Galadriel plutôt que de la rejeter, de la renvoyer. Il faut l'aider, c'est comme ça qu'on va faire en sorte que cette vision ne se réalise pas. Sauf qu'en fait, ça se réalisera quand même, malgré tout ça, parce que ce sera la faute de Pharazôn et des hommes qui veulent, en fait, par leur orgueil, s'attribuer le pouvoir de l'immortalité en envahissant le Valinor. Donc, fin de l'épisode. En fin de l'épisode, tout le monde se range derrière Galadriel. La reine ordonne qu'on lève une armée pour laquelle se porte volontaire Isildur, qui entre-temps s'est fait virer du navire, lui et ses collègues. À cause de lui, ses collègues, ils se sont tous fait virer parce qu'il a entendu la voix qu'il entendait dans l'épisode précédent. Hein, vous me l'aviez dit, les collègues me l'avaient dit lors du live qu'il entendait. C'est vrai que je me suis rappelé, il entendait prononcer Isildur, il entendait ce murmure. Donc il s'est dit, il faut que j'aille vers... faut pas que j'aille prendre cette direction-là, il faut que je revienne à Numénor. Donc il a fait en sorte de lâcher la corde, et que le bateau n'allait pas dans la bonne direction. Il s'est fait virer, il pensait se faire virer tout seul, il fait virer aussi ses potes. Et du coup, il se retrouve à la fin à se porter volontaire comme capitaine de navire, et c'est comme ça qu'il prendra la tête de certains hommes, et il prouvera sa loyauté jusque dans la dernière bataille des hommes et des elfes contre Sauron, qui nous est contée et qui nous est montrée dans l'introduction de La Communauté de l'Anneau, le premier film de Peter Jackson.
Donc il reste quand même du temps, hein, vous inquiétez pas. Il reste quand même, bon, ça va pas se faire comme ça dans la saison 1, hein, ce sera probablement dans les autres saisons. Voilà, la bataille de, normalement, vers la fin de la série, j'imagine qu'on devrait avoir la dernière bataille des elfes et des hommes contre Sauron avec la chute de Sauron et de l'anneau, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ce qu'on devrait avoir d'ici la fin de la saison, c'est qui commence à arriver en Terre du Milieu et qui commence à combattre Sauron, et Sauron qui, pendant ce temps-là, va essayer de, de séduire les elfes, notamment Celebrimbor, pour forger les anneaux. Donc c'est extrêmement important parce que les événements se mettent en place, les personnages, Elendil, qui commence à prendre de l'importance, son fils Isildur, Pharazôn dont l'orgueil, on sent qu'il est d'un orgueil démesuré et qui complote pour soulever les hommes contre les elfes, voire contre les Valar. La reine Myriel qui est partagée, qui essaye de bien faire. On voit son père, donc le roi, le vrai roi, qui était censé être du côté des elfes, qui est en fait en très mauvaise santé. Du coup, c'est comme ça qu'il peut pas, c'est pour ça qu'il peut pas s'exprimer. Et Galadriel qui se radoucit. Alors Galadriel, c'est très intéressant. Galadriel qui parfois manque de sagesse, parle un peu trop vite. À un moment donné, elle menace la reine. Elle dit puisque tu veux pas m'écouter, je demande audience auprès de ton père. Et en fait, elle se met la reine Myriel à rebrousse-poil. Et c'est intéressant parce que c'est Halbrand qui essaye de faire raisonner Galadriel et qui lui apporte un peu de sagesse, de conseils de sage. On se posait la question, pour ceux qui viennent sur mes lives, est-ce que Halbrand était Sauron déguisé? Et franchement, j'ai eu des doutes à un moment donné. Je me suis demandé si il tirait pas un peu les ficelles. C'est pas le cas, puisque on a l'autre intrigue. J'avais oublié de vous le dire, c'est en introduction. L'autre intrigue, tout ce qui est Arondir et les humains dans les terres du sud. Arondir qui rencontre Adar, qui est un ancien elfe. Alors on a compris que Adar n'était absolument pas Sauron, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, il le dira à Arondir, mon maître va arriver. Et quand il arrivera, il faut que vous ayez laissé débarrasser les terres du sud et que vous ayez prêté allégeance. Sinon on va tous vous dégommer. Et donc, il renvoie à Rondir, avertir les hommes, donc les humains du village, dont Bronwyn et son fils Théo. Son fils Théo qui fait une percée dans le village pour aller chercher des provisions, parce qu'ils se sont tous mis à la tour de guet des elfes, mais ils n'ont plus rien à manger. Donc, ben voilà, Théo avec l'autre boulet, là, son pote qui était insupportable et toujours aussi insupportable, ils font une percée dans le village. Il se fait blesser par des orques, il sort l'épée, et là, on s'aperçoit qu'en fait, on s'en doutait, c'est cette épée que cherchent les orques. C'est pour ça qu'en fait, ils font des trous et qu'ils creusent dans le village pour trouver cet objet. Cet objet, c'est l'épée que possède Théo, épée emplie de magie noire qui se reconstitue avec du sang. Et donc, c'est une épée qui appartient à Sauron. Et ça, c'est je sais pas si c'est le forgeron ou le barman du village. Je crois que c'est le mec qui est le barman du village. On voit qu'il a une trace sur la main, à savoir qu'il s'est planté le pommeau de l'épée pour pouvoir reconstituer l'épée grâce à leur sang quand ils saignent. Donc, en fait, dans ce village, il y a encore des gens qui sont fidèles à Sauron. Et alors là, on va avoir peut-être une révélation, ou peut-être c'est fait pour nous embrouiller aussi, c'est possible. Cet homme-là, qu'on avait vu dans les premiers épisodes, qui dit au jeune Théo, sais-tu ce que c'est cette épée? Cette épée, elle appartient à Sauron. C'est notre maître à tous. Il était dit qu'il reviendrait, et tu l'as vu par toi-même il y a quelques jours, lorsque est passé le météore, Sauron est revenu. Et là, je suis obligé de vous spoiler la bande-annonce de l'épisode 5. Donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce de l'épisode 5, que vous voulez être vierge de toute information, quittez la vidéo. Mais sinon, voilà ce qui se passe dans la bande-annonce qui dure 30 secondes. On voit l'étranger, et apparemment, c'est furtif, mais je crois que l'étranger se plante lui aussi cette épée dans la main.
il me semble. En tout cas, clairement, l'étranger on semble nous annoncer que l'étranger, c'est Sauron. J'espère que c'est le cas, j'espère que c'est pas Gandalf, parce que si c'était Gandalf, ce serait une tellement grosse incohérence par rapport au fait qu'il arrive au tirage en l'an 1000 du tirage. Il se pourrait que ce soit Sauron, et là, franchement, on nous dit carrément que Sauron est arrivé avec l'étoile filante qui est passée au-dessus du village. On s'en souvient, hein, je crois que c'est dans le premier épisode, on avait vu que le météore passait et on voyait les villages des terres du sud, on les voyait, les villageois, voir ce météore passer. Donc on nous dit que c'est la venue à nouveau de Sauron dans les terres du sud. Moi, je suis convaincu que l'étranger, c'est Sauron, parce qu'il y a quelque chose de trop maléfique qui émane de lui pour que ce soit Gandalf, hein, notamment avec toutes les lucioles, ce qu'on avait vu dans l'épisode 2. Et je me dis que quand il dit dans l'épisode précédent à Nori et à sa famille qu'il veut faire ami, peut-être que c'est pour qu'elle les mène en terre du sud, c'est peut-être une diversion, peut-être que tout simplement c'est les pieds velus qui vont être les premiers à aider Sauron dans son retour en terre du milieu. Où était-il avant ça? Parce que Sauron, c'est pas la première fois qu'il met les pieds en terre du milieu. Voilà, il y a plein de questions qui se posent, mais clairement, là, on apprend que ce météore, c'est le signe de la venue du retour de Sauron en terre du milieu. Donc moi, je pense que c'est l'étranger. Après, on verra, on sera fixé de toute façon, avant la fin de la saison, on sera fixé. C'est une évidence, hein, l'étranger, ça va pas rester un mystère pendant les 5 saisons, parce qu'il a quand même de l'importance. Mais c'est clairement dit, Hadar n'est pas Sauron. C'est beaucoup de mystères encore, mais des choses qui s'éclaircissent. À un moment donné, j'ai un peu flippé pour arrondir lorsqu'il est dans la forêt et qu'il y a tous les orques armés d'arcs et de flèches qui lui courent après. Lui, on le voit courir au ralenti. Je me suis dit, pourvu qu'il prenne pas une flèche dans le dos, un petit peu comme dans Game of Thrones, l'orque qui fait du zigzag et qui se fait planter, ceux qui ont vu Game of Thrones comprendront. Je me suis dit, pourvu que ce personnage ne meure pas maintenant, parce que j'apprécie beaucoup ce personnage, je trouve que l'acteur Ismael Cruz Córdoba est excellent. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, vous avez vu l'épisode, hein, je vous en ai fait le résumé en vous disant ce que je pense. Je me suis régalé, on avance et c'est fidèle, les événements sont fidèles au Silmarillion. La chronologie, bon, bien évidemment, hein, la chronologie n'est pas respectée. Il y a des choses qui se passent plusieurs milliers d'années après. C'est pas du tout la même temporalité. Mais malgré tout, il y a quand même pas mal de fidélité. Franchement, je crois que ce qui m'enchante le plus semaine après semaine, c'est cet aspect mystère. On peut faire des théories. Ceux qui connaissent en plus l'univers Tolkien, mais normalement, si vous avez vu les films, c'est déjà beaucoup. Vous connaissez quand même déjà bien. On voit des easter eggs qui sont plus que des easter eggs, qui sont la naissance de ces événements. Quand on a Aragorn dans le Retour du Roi qui dit voilà, qu'il est l'héritier d'Elendil, dans la version longue, qui montre à Sauron l'épée à travers le Palantir, quand on nous parle d'Isildur, quand la chute de Numénor, pour ceux qui ont lu le Silmarillion, quand on va voir le Balrog de la Moria, quand on sait qu'Andalf, dans la communauté de l'anneau, il disait les nains ont creusé trop profond et ils ont réveillé le fléau d'Isildur, l'ombre et la flamme. Tout ça se met en place et c'est un régal pour les fans de l'univers de Tolkien qui cherchent des références et qui attendent justement ces événements. Franchement, je pense que c'est un régal. Après, il y aura toujours des gens pour dire ouais, ici c'est incohérent, là c'est pas ça, c'est pas exactement la même année, c'est pas exactement la même couleur de peau, bon, ça, bon, je m'en fous. C'est une adaptation libre, ils font avec le matériau qu'ils ont, je pense qu'on le répétera jamais assez. C'est triste que la série se fasse lyncher par des rageux et des pseudo-spécialistes de Tolkien qui parle à la place de Tolkien. Bon, à un moment donné, Tolkien, il est mort. Donc, ok, on a ces récits. Si on veut vraiment quelque chose de fidèle, on lit les livres.
Tant qu'il n'y a pas des choses qui sont extrêmement contradictoires avec la façon de penser de Tolkien, qui était un conservateur religieux, encore faut-il le rappeler, hein, Tolkien était un conservateur religieux, tant qu'on ne va pas dans un progressisme extrême où on lui fait dire des choses qu'il n'aurait jamais dit, moi, pour le reste, s'il y a des petites différences, franchement, ça ne me gêne pas. Voilà. Et les gens qui me traitent dans les commentaires de vendu à la cause du progressisme, c'est qu'ils ne me connaissent pas bien. Parce que c'est pas du tout le cas. Mais bon, soit, il y aura toujours des gens pour venir faire les rageux. En tout cas, merci à vous qui suivez ces vidéos et merci de les accueillir semaine après semaine avec beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes beaucoup à vous abonner à la chaîne aussi. Je vous encourage à aller voir le reste de la chaîne parce que je ne fais pas que du Seigneur des Anneaux et du House of the Dragon. Merci à toutes et à tous. Passez un bon vendredi. On se retrouve peut-être demain, je pense, pour une série que je vais regarder aujourd'hui qui sort. Je vous dis pas ce que c'est parce que si j'ai pas eu le temps de la voir, je veux pas trop m'avancer. Mais normalement, on se retrouvera demain et bien évidemment dimanche soir à 21h avec mes invités pour débriefer complet avec capture d'écran cet épisode. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.